Bonjour chers téléspectateurs, ou bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Alors j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous retrouver et puis j'espère que vous avez passé un très bon moment avec Madame Maud Duèche lors de la précédente émission. Aujourd'hui je ne vous présente pas comme avec Maud Duèche un auteur, mais je vous présente un tas de gens qui vont nous parler de leur profession. Alors ce ne sont pas des auteurs, pas tous, parce qu'il y a au moins 2 auteurs parmi eux, mais des bibliothécaires, des personnes qui travaillent avec le livre. Et nous avons décidé donc de nous rencontrer parce que, eh bien, dans leur environnement, il y a le constat que peut-être notre jeunesse ne lit pas assez, mais peut-être pas seulement notre jeunesse, peut-être également nos plus vieux, nos plus adultes, etc. Donc on va essayer de creuser un petit peu les raisons qui font que aujourd'hui à la Martinique, nous entendons dire que nous n'aimons pas lire. Voilà. Alors, j'ai 6 personnes sur le plateau. Elles vont se présenter chacune à son tour. Et vous allez voir, on aurait voulu avoir tout le personnel de bibliothèque, mais c'est un mercredi. On a plus de mal à les rassembler parce qu'ils ont des obligations, etc. Donc, on fera avec les 6 personnes qui sont présentes pour essayer de faire remonter, en tout cas, les grandes lignes de la problématique qui nous touche. Alors, j'ai intitulé l'émission « La lecture, une activité en souffrance à la Martinique ». Peut-être que vous, de votre côté, vous avez vécu des choses et si vous voulez faire remonter vos impressions ou vos expériences, vous pouvez toujours les laisser à la rédaction des Zouk TV. Je n'ai malheureusement pas l'email. Peut-être qu'on mettra, on vous inscrira l'adresse email plus tard. En tout cas, c'est possible aussi de communiquer vos impressions. Alors, donc, j'ai un public de bibliothécaires, essentiellement, et j'ai avec nous Madame, que vous connaissez très bien, je l'ai déjà reçue 1 ou 2 fois, Thérèse Léotin, qui n'est pas exactement bibliothécaire, mais directrice d'école. Et elle est là donc pour une raison bien précise, parce qu'elle a touché au monde de l'enfant, et elle sait justement, je pense qu'elle connaît la problématique de la lecture. En plus, elle écrit pour les jeunes, donc elle doit avoir à partager avec nous beaucoup d'expérience. Alors, je commence par Thérèse, bonsoir, ou bonjour. Je ne sais pas si on va m'entendre, le micro. Alors, Thérèse va se présenter. Bon, alors je vais rectifier. Bonsoir à tout le monde. Je suis directrice d'école honoraire. Honoraire? Mais oui, parce que je suis à la retraite depuis septembre. Oui, mais Thérèse a exercé son métier. Alors? Oui, je ne suis plus directrice d'école en fonction. Alors, effectivement, j'ai travaillé en école maternelle. Et j'ai eu à travailler avec nos élèves, avec la bibliothèque de Chelcher. D'accord. Voilà, je suis un auteur martiniquais. Oui. Voilà. Et il y avait auteurs qui écrit le créole, qui contribue à sa diffusion et à sa pérennisation. Mais aussi, en tant que directrice d'école, il n'y a pas eu de problématique de lecture posée dans votre école? À la maternelle, on ne peut pas parler directement de problématiques de lecture. C'est faire l'enfant se familiariser avec le livre, l'amener vers la bibliothèque afin qu'il la fréquente et lui permettre d'aimer le livre. Mais la problématique proprement dite, comme on verrait peut-être en école élémentaire, ne se rencontre pas encore en maternelle. D'accord. Donc vous avez compris que Thérèse était en maternelle, mais on va voir que la maternelle est importante puisque c'est à ce niveau-là qu'on pose les bases du goût de la lecture chez les enfants. Et peut-être que les nôtres n'aiment pas beaucoup lire parce qu'il y a eu un raté à ce niveau-là de leur évolution. Il faut amener à fréquenter la bibliothèque, à l'aimer. Voilà, alors je ne sais pas, peut-être que, voilà, on va passer à Madame Aimier. Oui, bonjour. Alors, Madame Aimier, je travaille à la médiathèque du Lamentin. Je suis responsable de la communication et de l'action culturelle à la médiathèque. Et dans le cadre de l'action culturelle, c'est vrai que nous mettons des animations en place pour servir de médiation au livre. C'est-à-dire qu'on part du livre pour amener le lecteur au livre, à travers l'animation.
Et à côté de ça, je suis également coordinatrice des BCD, c'est-à-dire les bibliothèques centres documentaires, dans les écoles primaires au Lamentin, certaines écoles primaires au Lamentin. Et là aussi, enfin pour un petit peu rappeler les propos qui ont été tenus juste avec Madame Léotin, c'est une manière d'amorcer justement, d'amener le jeune à la familiarisation avec le livre, mais aussi le goût de la lecture. Donner le goût de la lecture. Voilà, alors Médiathèque du Lamentin qui a un public de milliers de personnes, de jeunes. Vous avez une section jeune, une section adulte, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, nous avons aussi une section bibliobus. Et là, c'est en fait amener la lecture au plus près des gens, au plus près des jeunes. Et on a pu remarquer justement dans cette section que nous avons particulièrement un public jeune, plus que des adultes. D'accord. Ouais. Par le bibliobus. Par le bibliobus dans les quartiers. Ouais. Ben on en parlera tout à l'heure parce que, vous voyez, il faut multiplier les actions parce que nous avons cette problématique-là. Elle est très cruciale chez nous. Multiplier les actions pour apporter, amener le livre aux gens, voir ce... Peut-être qu'on verra aussi le contenu du livre. Hein? Peut-être que c'est une barrière également. Voilà, alors on va continuer avec Jude veut bien se présenter. Alors, Jude Duranty, responsable de la bibliothèque municipale de Schœlcher. Oui. Parce que la bibliothèque Schœlcher existe. Bien sûr. Il faut... donc, bibliothécaire à la ville de Schœlcher. Tout à l'heure, Thérèse disait qu'il fallait familiariser. Alors, nous sommes bibliothèque publique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous nous adressons, nos usagers, c'est toute la population. Oui. Donc, ça veut dire que nous nous adressons au public dès qu'il a, je vais dire 10 mois, puisqu'il peut déjà venir avec ses parents, jusqu'à ce que... Il y a une petite section dans la bibliothèque. Nous avons donc une section jeunesse et puis une section pour les adultes. Voilà. Et puis, c'est vrai que en bibliothèque publique, je veux dire que la chose qui est extrêmement importante, c'est la notion de loisir. Parce que nous le verrons, très souvent, on a un rapport extrêmement conflictuel avec le livre. Nous avons peut-être peu ou prou tous entendu « Tiens, il n'y a pas un livre, pas rien vous faire ». Donc on a un rapport qui n'est pas toujours celui du plaisir. Et je crois que tout notre boulot en bibliothèque publique, c'est de donner le goût de lire. C'est pas toujours évident parce que ça passe par une offre extrêmement importante. Et bon, quand on n'a pas eu aussi, quand on rate, entre guillemets, quand un lecteur demande un livre précis et qu'il ne l'a pas, j'ai envie de dire que nous perdons un peu un lecteur. Ce lecteur-là à ce moment. Oui. Voilà. Mais c'est important de souligner qu'il y a une section pour la petite enfance, la toute petite enfance. Au Lamentin aussi, vous avez cette section-là. Alors, on va déplorer qu'on n'ait pas assez de livres faits par des Martiniquais, etc. Mais enfin, elle existe. Et l'idée que développait Thérèse, qui était que, voilà, à ces âges-là, ce petit âge, il faut développer le goût, j'allais presque dire déposer le goût de la lecture dans l'enfant, mais c'est important que dans les bibliothèques, ces petites sections existent et que les parents le sachent, puisque nous allons beaucoup parler aux parents aujourd'hui, même si les bibliothécaires sont là pour vous inciter, vous recevoir vos enfants, mais il faut que, voilà, cette démarche de les amener à la bibliothèque, il faut qu'elle soit la vôtre et on va voir comment, éventuellement, avec toutes les solutions qui sont trouvées pour faciliter cet accès aux livres, eh bien, comment est-ce que vous les connaissez, puis est-ce que vous allez essayer aussi de jouer le jeu avec les bibliothécaires. Alors, voilà, on continue avec M. Zenoki. Bonjour, je suis Hervé Zenoki, donc je dirige la bibliothèque municipale Franz Fanon à Rivière-Pilote depuis une trentaine d'années. Donc nous avons les mêmes fonctionnements, les mêmes structures, les mêmes publics. Une section adulte, une section dite jeunesse. C'est vrai qu'il y a plusieurs tranches d'âge. Nous avons
et moins de 10 ans, les plus de 5 ans, etc. Donc nous essayons de leur permettre d'avoir accès justement à cette activité mentale qui est la lecture, qui c'est vrai qui pas abordable pour tous, quoi. Donc ce que je peux dire, c'est que actuellement à Martinique, pratiquement toutes les bibliothèques municipales, nous avons à dire qu'il y a effectivement une baisse, je ne dirais pas de lecture, hein, ça c'est notre paramètre que nous allons discuter, mais plutôt une fréquentation, parce qu'on a vu l'apparition de nouvelles technologies de communication et d'information, puisque la bibliothèque c'est un lieu par excellence du savoir et de la connaissance. Et donc, mais c'est plutôt dans les médiathèques, non, qu'on a cette invasion des nouvelles technologies. Les bibliothèques restent quand même assez traditionnelles dans leur fonctionnement. Pour la fréquentation, on ne les voit plus comme dans les années, il y a une trentaine d'années. On avait beaucoup de gens qui fréquentaient pour une recherche ou une autre, pour une raison ou pour une autre, quoi. Ils fréquentaient la bibliothèque. C'était un lieu, j'allais dire, respecté, respectable. Actuellement, nous avons d'autres supports d'accès à la connaissance, au savoir, qui a envahi un peu notre quotidien. C'est ça. Voilà. Voilà, alors on va passer à Madame Tanda. Bonsoir, Sabrina Tanda. Donc, je suis responsable de la bibliothèque municipale du François. Donc, comme mes collègues, une structure dans laquelle nous allons trouver une section adulte, une section jeunesse. Une section jeunesse dans laquelle les documents sont classés par niveau de lecture, comme disait M. Zenoki, pour justement permettre aux enfants de ne pas être perdus dans la masse de documents que nous leur proposons. Et c'est aussi un moyen de les familiariser. Donc quand ils sont tout petits, on a un espace petite enfance. Donc ils savent qu'ils peuvent aller directement vers ce secteur, et quand ils sont plus grands, les orienter vers les romans, les albums, les documentaires, pour diversifier l'offre de lecture que nous leur proposons. Et c'est vrai que pour pallier à la baisse de fréquentation et aussi au constat que les jeunes lisent moins ou ne lisent pas beaucoup, au François, nous essayons d'aller vers les établissements scolaires, donc inviter les classes à venir à la bibliothèque et inciter les enfants justement, une fois qu'ils ont découvert le lieu, à revenir avec leurs parents. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans la contrainte dans le système scolaire, et la bibliothèque, on souhaiterait que ce soit plus de la lecture plaisir. Donc avec l'école, c'est un cadre bien défini, et revenir avec le parent en dehors du temps scolaire, c'est plus ludique. C'est plus ludique, tout à fait. Donc permettre de capter leur attention par ce biais-là. Donc comme il faut bien commencer quelque part, donc on commence avec les tout petits. Commencer avec les tout petits pour leur permettre de garder l'habitude une fois qu'ils auront changé de classe et de section. Vous n'avez pas parlé du fait que vous présidez l'association des bibliothécaires. Tout à fait. Oui. Voilà. C'est pas une information importante. Il y a même une association de bibliothécaires à Martinique, c'est important. Une association des bibliothèques publiques de la Martinique. D'accord. Voilà, avec les membres à côté de moi. Donc, nous avons pour mission, en fait, de développer la lecture sur le territoire, donc en ayant des actions communes. Donc c'est vrai que chaque bibliothèque a ses animations, prépare ses animations pour son public, et nous essayons de fédérer toutes les forces vives justement dans les bibliothèques pour faire des animations de plus grande envergure et étendre l'offre de lecture, l'offre culturelle également, puisque vous l'avez dit, c'est d'abord un domaine culturel, apporter l'information, la culture au plus grand nombre. Et comme disait mon collègue de Shellshare, c'est notre mission première d'accueillir le tout public. Donc, pas seulement les enfants, mais les adultes, les grands-parents, tout le monde. Voilà. Mais j'allais dire, dans la réalité, est-ce que c'est bien cela qui se fait ou qui s'observe? Il y a quand même un public qui n'est pas là, qui ne fréquente jamais la bibliothèque. Voilà. Alors,
Jamais, non, je ne dirais pas. Il Non. fréquente jamais, mais il est plus souvent absent. Voilà, ce sont les adolescents, on dira, les jeunes, une fois qu'ils sont au collège. Oui. C'est un public qui disparaît de nos structures. Peut-être parce qu'il y a le CDI au collège et qu'ils se sentent... c'est un outil peut-être satisfaisant pour eux, mais notre combat, entre guillemets, en ce moment, c'est de les faire revenir dans nos bibliothèques. D'accord. Alors, il nous reste quelqu'un, c'est notre témoin, notre jeune témoin, qui va nous dire un petit peu, se présenter un peu, puis nous dire d'abord est-ce qu'il est inscrit dans une bibliothèque, est-ce qu'il lit, etc. Alors, c'est Willy Dan. Bonsoir, je m'appelle Fortuné Willy Dan et je suis étudiant en électrotechnique. Et je suis venu pour donner mon avis en tant que jeune au niveau de la lecture. Alors, est-ce que tu es inscrit dans une bibliothèque? Non. Non. Il y a une raison à ça? Ben, comme j'ai Internet et que sur Internet on trouve un peu de tout, donc j'ai pas l'envie d'aller dans une bibliothèque. Mais le livre en papier, ça touche à autre chose. Internet, on ne voit pas les livres. Ben oui. Mais est-ce que tu lis, toi? Avant, Avant? je lisais beaucoup plus que maintenant, non. Moins. Et c'est rare, très rare. C'est très rare que tu lises. Et la raison, quelle est-elle? Toujours Internet. Ben, sur Internet, c'est mieux. Mais sur Internet, tu fais quoi? Tu lis ou tu fais Ben non, je regarde, c'est plus pour regarder des des vidéos? films ou des trucs comme ça. Ou pour lire moins. Et l'envie de lire n'est pas là? Se rappeler que il y a peut-être de belles histoires dans les livres, non? Ça dépend. Je vais aller lire une bande dessinée, un manga, mais après, pour lire un roman, un truc comme ça me dit rien. Puisqu'il y a des films, des trucs comme ça. Et plus souvent, ce qu'il y a dans les livres, il y a le film. Donc autant aller regarder le film. Bon, on espère qu'on va réussir à vous convaincre que regarder n'est pas lire, parler n'est pas lire, entendre n'est pas lire, et que, voilà, c'est une activité à part entière qui est très exigeante, et peut-être qu'on perd une partie de notre cerveau lorsqu'on ne lit pas. On va voir, hein? C'est important. Oui, Tu veux nous dire quelque chose? Mais c'est à propos de ce qu'elle a dit tout à l'heure, là, au niveau du CDI. Madame Tanda? Oui. Oui. Je dirais pas que les élèves au collège on va pas souvent au CDI, non, c'est au contraire on n'y va pas souvent parce que le plus souvent quand quelqu'un va au CDI on dit plutôt qu'il est un peu Un sous-serve. sous-serve. Et il aime trop travailler. Il aime trop travailler. Ils ont des codes. Mais tu vas nous expliquer pourquoi il faut pas être dans le... En fait, ils sont en train de nous dire tout le temps, il faut pas être dans le système. Il faut être, un peu marginal. Il faut pas aller accepter le système tel qu'il est donné. C'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, c'est quoi? C'est de la contestation? C'est... Je sais pas. Donc vous surveillez très étroitement. Qui fait quoi? On va dire ça, oui. On va dire que c'est ça. Et le but de cette surveillance-là, quel est-il? Ben, je sais pas, c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer comment c'est, mais je sais que on va dire que si tu vas à la bibliothèque, tu es un sous-serve. Oui, il est un sous-serve. Bon. T'as pas envie de... Eh bien, vous savez, les bibliothécaires ont une première réponse au fait que le public est perdu. Enfin, c'était tout intéressant. Ça sera le public des ados que vous perdez, puisque c'est ce que vous avez dit, Madame Tanda, hein, vous perdez le public des ados. Ça veut dire que les personnes très âgées y viennent aussi? Oui, bien, oui. Alors, nous avons un public de retraités, un public d'actifs, on a beaucoup d'inactifs, on va dire. Plus d'inactifs que d'actifs, mais ils sont toujours présents. Et puis, nous aurons des enfants jusqu'à 10 ans.
8-10 ans. Et puis voilà, entre 10 ans et 15 ans, ce public se raréfie et il revient au lycée parce que au lycée, il y a le bac et il faut préparer, donc ils reviennent à cette période-là. En fait, la question de la bibliothèque, son utilité, parce que tout à l'heure vous faisiez une différence qui me paraît intéressante, c'est le fait de dire que vous vouliez ou vous voudriez que la bibliothèque soit un lieu un espace ludique où on viendrait après l'école, qu'on n'associerait pas à l'école. En plus, vous êtes dans le domaine public, vous êtes dans des bibliothèques publiques, donc vous n'êtes pas censé être des compléments de l'école. On comprend bien, les jeunes utilisent la bibliothèque comme un lieu où on fait de la recherche pour l'école. Madame Aimier, vous vouliez dire? En fait, je pense qu'il y a aussi le déficit d'image, une méconnaissance d'une bibliothèque, une médiathèque, et puis ce qu'elle offre. C'est vrai que dans la tête des jeunes, souvent on se dit « Ah, bibliothèque, c'est silence, c'est études, voilà, il y a des contraintes ». Et le jeune à l'adolescence, il a plus envie de se retrouver avec ses copains. Et on peut quand même l'observer, parce que d'ailleurs, je crois que c'est Hervé qui faisait la remarque tout à l'heure, disant que, non bien c'est Sabrina, je sais plus qu'il n'y a pas vraiment de baisse c'est la fréquentation surtout qui baisse. Parce que ces jeunes-là, ils veulent se retrouver entre copains. Et ce qu'on peut remarquer, quelquefois, même très souvent, ils se donnent rendez-vous à la médiathèque. Même s'il ne reste pour faire autre chose. Voilà, pour faire autre chose. C'est ça. Voilà. Donc ça devient un lieu de rendez-vous. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de peut-être plus gratter cet aspect-là, le côté lieu de sociabilité. Mais il n'y a pas d'espace de sociabilité pour eux. Il faudrait y penser peut-être. C'est ça. Non, mais ça veut dire que à travers la question des bibliothèques, on peut remonter à un ensemble ou faire émerger un ensemble de causes, de facteurs qui expliquent pourquoi il y a beaucoup d'institutions à la Martinique qui sont détournées de leur fonction première. Alors, je vois que Jude demande la parole, mais j'aimerais que vous insistiez sur qui sont les institutions, quelles sont les institutions qui mettent en place les bibliothèques et qui les comment on va dire ça, qui les entretient, qui les alimente en livres, etc. Parce que on fait la différence entre l'école, l'éducation nationale et l'institution privée, publique. Alors, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que j'étais en bibliothèque publique. La plupart des bibliothèques, les collègues qui sont là, ce sont des villes qui ont une politique. Les municipalités. Les municipalités. Non, bibliothèque municipale qui, à ce moment-là, comme ils ont une politique culturelle, la bibliothèque ou la médiathèque étant un lieu culturel, ils vont mettre le paquet entre guillemets dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, c'est extrêmement important cette notion de prise en charge, parce que c'est vrai que il existe des bibliothèques privées, mais nous avons aussi la chance d'avoir cet outil qui est la bibliothèque publique. Bibliothèque qui est ouverte à tous les usagers de la ville en question, de la commune en question. Alors peut-être tout à l'heure on va faire la différence entre médiathèque et bibliothèque. Alors pour vous, chers téléspectateurs, il est important de comprendre que les bibliothèques sont dépendantes des municipalités. C'est ça. Elles sont dites publiques, mais elles dépendent des municipalités, comme des médiathèques. Et nous faisons la différence donc avec le système scolaire, ça n'a rien à voir. Ça ne signifie pas que les enfants ou les jeunes n'utilisent pas les bibliothèques publiques pour justement travailler leurs devoirs scolaires. Donc il y a un usage qui est très personnel peut-être des bibliothèques, mais la dimension ludique que vous évoquiez tout à l'heure, il me semble qu'elle doit être soulignée parce que c'est d'abord cela, c'est une activité culturelle qui est censée combler un certain nombre de vides dans l'organisation de la vie de la cité et prendre sa place en tant que activité de loisirs structurante. D'accord? Activité structurante. Alors, lorsque j'avais levé le doigt tout à l'heure, c'était justement pour pointer du doigt le fait que la plupart de nos bibliothèques ou médiathèques ne sont pas toujours des
bibliothèques qui ont été construites, ne sont pas des constructions, mais des sont... mairies oui, d'accord. Pas des voilà. bâtiments en tant que tels. On a par exemple la médiathèque du Lamentin qui a été conçue, en etc. tant que médiathèque, voilà. Mais très souvent, et les autres collègues vont le signaler, c'est une maison... une dépendance, quelque chose désaffecté, qu'on a plus ou moins aménagé. Oui. Et c'est là, à mon avis, l'une des choses qui, comme ce n'est pas pensé avant pour faire venir un public, voilà. Je crois que là aussi, nos bibliothèques, parce que quand on regarde sur tout le territoire, c'est un peu comme ça, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de l'attractivité, je vais dire. Oui. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays ouvert. En France, vous avez froid. Vous allez en bibliothèque parce que bon, c'est chauffé, etc. Peut-être qu'il faudrait que nos concepteurs de bibliothèques pensent et envisage quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert, qui soit beaucoup plus adapté à l'environnement. Oui. Et je crois qu'il y a véritablement là une position architecturale qu'il faut penser. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, en regardant la bibliothèque Schellcher, j'ai pas envie d'entrer. Parce que, bon... Et on ne devine pas qu'il y a là un lieu de lecture, un espace comme ça, c'est vrai. C'est cela. Et donc, je crois que là, il y a véritablement une réflexion sur la conception, tout simplement, de ce bâtiment. Parce que c'est vrai que c'est un bâtiment culturel. En bibliothèque, on va voir, en bibliothèque et en médiathèque, c'est un lieu où on va voir des expositions. Et son emplacement n'est peut-être pas facile. C'est un lieu où on va écouter de la musique. Bien sûr. C'est un lieu où on va travailler très silencieusement, mais c'est un lieu aussi où on va travailler en groupe. Donc, je crois que là, et ma collègue le disait tout à l'heure, quelquefois aussi, on se fait une idée de la bibliothèque. Bon, c'est l'ancien endroit, l'armoire de livres, etc. Une vieille idée que nous devons casser. Il faut moderniser et moderniser pour que les gens effectivement viennent, parce que c'est un lieu où... c'est un lieu de vie. Il faut le transformer. Voilà. Mais le fait que les enfants détournent ces lieux-là pour faire leurs affaires nous dit aussi qu'il manque d'autres lieux, qui doivent jouer d'autres rôles. Alors, je voulais vous rappeler, chers téléspectateurs, vous pouvez prendre la parole. Je voulais vous rappeler qu'il y a une dizaine de communes à la Martinique qui n'ont pas de bibliothèque. Et ça... Oui, il faut le dire. Dans Fort-de-France. Paradoxalement. La bibliothèque qui est la non, c'est une bibliothèque. Elle est départementale. Oui, départementale. Fort-de-France n'a pas de bibliothèque municipale. Pas de bibliothèque municipale. Alors, vous voyez, donc on est au cœur d'une problématique cruciale. Hein. La question de la bibliothèque, de son usage, de sa fréquentation, de son emplacement, de sa vétusté, de son attractivité est posée, mais il y a aussi le fait que dans certaines communes, ces problèmes-là ne se posent même pas, parce qu'il n'en existe pas. Donc nous sommes dans des problématiques qui engagent notre avenir, parce que le monde appartient à ceux qui lisent, quoi qu'on dise, et la culture aujourd'hui, elle ne se fait pas en dehors de la lecture. Et donc nous avons probablement interpellé nos élus sur d'abord ces insuffisances, mais aussi sur la nécessité de considérer la bibliothèque comme un enjeu. Elle doit occuper une place centrale, elle doit être un enjeu. Donc, parler des bibliothèques avec les bibliothécaires, c'est très important parce qu'ils nous font remonter les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Alors, Thérèse? Jules disait que la bibliothèque Schellcher, les gens n'aiment pas y entrer. Mais il y a une vieille blague martiniquaise qui dit que la bibliothèque Schellcher, de la ville de Schellcher. La bibliothèque qui est à Fort-de-France, Schellcher. On reconnaît un intellectuel parce que c'est le seul qui entre dans la bibliothèque Schellcher, même s'il ne pleut pas.
Explique-nous. L'individu, c'est une blague. Hein? Mais oui, j'ai bien compris. L'individu lambda, mais oui. il va entrer à la bibliothèque Schellcher pour s'abriter de la pluie. Bien sûr. Tandis que l'intellectuel, il va y entrer pour faire ses recherches. Ses recherches, voilà. Alors, je voulais parler de ce qu'a dit mon voisin. Oui, il va sur Internet pour lire, pour écouter, des YouTube, regarder. Des vidéos. Pour écouter, regarder. Bon. Mais lorsque tu regardes et lorsque tu lis, c'est pas la même chose. Parce que quand tu regardes d'un coup d'œil, tu vois déjà que madame a un corsage orange, je ne sais pas si c'est la couleur, hein, et le bas c'est marron. Tu vois déjà en regardant. Tandis que l'auteur va t'amener à prendre conscience du charme de son corsage. La personne va te faire découvrir des détails que tu n'aurais pas vus. Tu vas entrer dans quelque chose. Tu vas entrer dans des choses que tu n'aurais pas vues rien qu'en regardant. Il y a la manière de dire, la poésie du dire, si tu veux. Il y a la manière de décrire. Et puis la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est l'enseignant. Nous avons jusqu'à un certain temps connu que c'était l'enseignant qui était détenteur du savoir. C'est lui qui te savent, c'est lui qui te connaît, c'est ça qui était dit qui était vrai. On a connu ça. Bon, peut-être moi un peu plus que les autres qui sont là. Quoique, quand je regarde la tête d'Hervé, peut-être que Hervé aussi. Bon, maintenant, je plaisante. Nous avons donc connu l'enseignant détenteur du savoir. Mais de plus en plus, l'enseignant est appelé à amener l'élève à chercher, à faire connaissance avec le savoir. Comment le fera-t-il? Il le fera en se dirigeant vers les bibliothèques. Donc, les bibliothèques actuellement sont de plus en plus appelées à suppléer l'enseignant dans sa tâche. Et la bibliothèque est d'autant plus là que ce ne sont pas tous les élèves qui ont dans leur foyer, à leur disposition, des documents qui pourront les aider. Et puis, je reviens sur Internet. Je clique aussi Internet, oui, ça m'arrive. Mais Internet ne détient pas toujours la vérité. Internet nous dit des choses, il nous faut vérifier si ce que nous dit Internet est vrai. C'est vrai que c'est un moyen facile d'avoir, un moyen rapide d'arriver à la connaissance, mais ce n'est pas toujours un moyen fiable. Et puis, du même coup, puisque mon voisin, dis-moi ton prénom. Willy Dan. Willy Dan, il a un prénom très rare. Alors, Willy Dan disait qu'il n'aime pas lire. Et c'est un jeune. Je suis allée la semaine dernière dans un collège. Je me garderai de le nommer, c'est avec plaisir que je suis allée. J'étais très heureuse de voir les enfants, les élèves, les collégiens, très heureuse. J'avais apporté des livres. Et j'ai fait passer des livres afin qu'ils voient, bon, j'écris en créole et en français, afin qu'ils voient les ouvrages, qu'ils regardent, rien que pour regarder. Après, j'ai ramassé mes livres et je suis rentrée chez moi. Avant hier, je cherche l'un d'entre eux. Je cherche partout. Tout partout. Tout partout, partout. Il avait disparu. On a oublié de me remettre je dis comme ça. Hein? Bien sûr. On a oublié de me remettre le livre. Ce qui me plaît dans ce geste, c'est pas que j'approuve, hein? Bien sûr. Ce n'est pas que j'approuve, une personne a pris quelque chose, je n'approuve pas ça. Mais ce qui me plaît dans ce geste, c'est que cette personne-là a une petite fibre pour la lecture. Pour la lecture. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc il y a des élèves, des enfants qui aiment lire, qui ne peuvent peut-être pas avoir les moyens d'avoir le livre, qui dans toutes les bibliothèques
ne trouvent pas toujours les livres créoles ou les livres créoles et français et qui voudraient peut-être se familiariser avec la littérature créole. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce qui montre que les enfants lisent aussi. Peut-être pas autant qu'on voudrait, mais ils lisent. Madame Émier? Alors, ça rappelle un peu ce qui se passe à la médiathèque du Lamentin, enfin peut-être certainement d'autres bibliothèques. C'est vrai que nous créons cette passerelle, ce réseau avec d'autres acteurs, que ce soit de l'éducation ou encore de l'information ou de la lecture. Donc nous avons un travail étroit avec les écoles et 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi, nous organisons des visites à la médiathèque avec des classes non seulement de la commune mais de d'autres villes qui le souhaitent. Et notamment pour les enfants de chez nous, du Lamentin, souvent on remarque quand ils viennent, ils se familiarisent avec le lieu puisqu'on a une collègue qui explique effectivement de la section jeunesse, qui explique l'organisation de la classification au sein de la bibliothèque, ce qu'on y fait, ce qu'on peut y trouver. Et très souvent, bien sûr pas toute la classe, mais il y a toujours 2-3 qui reviennent après l'école à la médiathèque, soit tout seuls parce qu'ils habitent tout près ou bien ils sont déjà assez grands, ou encore avec un parent. Et le parent doit nous dire oui, mon enfant est venu avec l'école et voilà, il m'a demandé qu'il veut s'inscrire à la bibliothèque. Donc effectivement, on a su éveiller leur curiosité, et ce maillage de partenaires permet justement d'amener le jeune à la lecture et au goût de lire. Donc comme elle disait, Madame Léotin, il faut mettre tous les jeunes dans le même panier. Il y a de ceux qui sont encore attachés à la lecture. Mais on n'est pas en train de dire... Oui, voilà, de généraliser. Voilà, on n'est pas en train de généraliser, mais on est en train de poser quand même un problème qui est général à la Martinique. Et même si dans certaines situations, il y a des familles qui grandissent avec le livre et les enfants, d'ailleurs, ils viennent se réapprovisionner toutes les semaines. Parfois, on demande aussi aux enfants combien de livres ils lisent par semaine ou par mois. Et on peut avoir des chiffres qui sont assez élevés. Donc, ça n'est pas cela qu'on interroge. Ce qu'on interroge, c'est essentiellement le fait que la lecture demeure une activité en souffrance à la Martinique. Alors moi, maintenant, la question que je vais vous poser à tous, c'est voilà, pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir parler donc de votre expérience de travailleur du livre à partir de la thématique une activité en souffrance? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a interpellé? De quoi est-ce que vous avez envie de nous faire part? Aussi pour que le public suive bien la question, parce que je crois qu'il y a un mélange au niveau institutionnel dans la tête des gens, parce que nous sommes obligés aussi de dire que chaque institution, chaque structure a une finalité. Elle répond aussi à un besoin, à un projet, à un programme. Et par exemple, dans une municipalité qui veut vraiment créer de la vie dans sa commune, la bibliothèque, si elle est placée comme il faut, si elle est attractive suffisamment, si elle est dotée de moyens modernes, sans que les moyens modernes empêchent le goût de tue le goût de la lecture, je pense qu'on a quelque chose qui peut être très animé au centre d'une ville, par exemple. Alors, donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut... Jude? Puisque j'ai le micro, je crois que tout à l'heure, j'avais commencé à le dire, il est extrêmement important que nous connaissions notre outil, en tout cas cet outil culturel qui est la bibliothèque municipale. Quand je dis bibliothèque, il faut aussi, entendre médiathèque, parce que la bibliothèque n'est pas seulement le livre, mais tous les documents. Alors, c'est vrai que... Donc, la différence entre les deux... la différence entre les deux, c'est qu'une médiathèque, par exemple, vous n'allez pas trouver que le livre. Vous aurez, bien sûr, les périodiques, enfin, dans notre jargon, les journaux, vous aurez le livre, vous aurez le CD, vous aurez des estampes, vous aurez de la photographie, vous aurez des expositions. Tout ça, ce sont des moyens qu'on met à la disposition. Le problème, c'est que très souvent, nous sommes justement restés. Et puis, les autres documents, aujourd'hui, l'accès à Internet n'est pas une chose exceptionnelle en bibliothèque, puisque c'est aussi un
un document de travail. Une offre que vous faites. Est-ce que le fait qu'il y a un problème que vous ne soyez pas passé au stade de médiathèque, puisqu'apparemment la médiathèque offre beaucoup plus de choix. Hein? Est-ce qu'il y a un problème que vous restiez bibliothèque? Au François, c'est une médiathèque? C'est une bibliothèque? Il y a un problème pour que ça soit qu'on passe au stade de médiathèque? Enfin, si c'est une étape supérieure, je ne sais pas. J'oserais dire, en fait, c'est devenu dans la conscience, en fait, médiathèque, c'est un grand bâtiment, tout neuf, etc. Mais dans nos bibliothèques, on retrouve aussi ces supports. Donc, nous avons des CD, des DVD, des documents que nous essayons de mettre à la portée de nos lecteurs. Et puis, il faut dire aussi que c'est un outil municipal, un outil de la ville. Donc, la ville n'a peut-être pas encore les moyens de se doter du bâtiment que nous allons appeler médiathèque. Et donc, nous faisons avec les moyens dont nous disposons pour ne pas justement rester cantonnés aux livres papier, puisque nous nous rendons compte que y a un public qui demande d'autres supports. Donc, c'est vrai que la plupart des bibliothèques vont proposer un accès Internet. Nous avons un espace multimédia dans lequel nous avons des postes à disposition du public pour la consultation. Il y a aussi l'arrivée des cyberbases dans les villes, et pour ne pas non plus que les deux services soient en concurrence, la cyberbase a proposé des offres plus larges, plus étendues que celles qu'on va retrouver dans une bibliothèque. Sauf que la cyberbase n'offre pas de livres. N'offre pas de livres. Vous êtes spécialisé, vous, dans ça. Donc voilà. Et puis, je voudrais juste revenir sur le nombre de bibliothèques. Je pense aussi que la tendance va s'inverser parce que il y a des bibliothèques qui sont en construction, il y en a d'autres qui sont en phase d'aménagement et qui vont ouvrir. Et je pense qu'on va passer de 10 à 2 ou 3 dans les prochaines années. On aura beaucoup plus de communes dotées de bibliothèques. Voilà. C'est ce qu'on souhaite. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Et voilà, donc pour revenir aux médiathèques, la différence, vraiment, c'est pas qu'une histoire d'architecture, quand même. Ce n'est pas qu'une histoire d'architecture, mais quand on va poser la question aux passants, les représentations sont celles-là. Voilà, la représentation de la médiathèque, ce sera le grand bâtiment. C'est vrai que nous avons de petites structures, donc ça reste. C'est le Lamentin qui a contaminé les représentations. C'est vrai que nous avons été la première médiathèque de Lille construite à cette fin-là, et qui remonte quand même depuis 90. Bien donc sûr. Bon, on n'est pas très jeune non plus. Et il est vrai que ça amène aussi à nous interroger sur nos métiers. Un bibliothécaire n'est pas seulement celui qui sera un technicien du livre, mais il deviendra plus un technicien de l'information. C'est-à-dire que Madame Thérèse Léotin tout à l'heure disait à propos de l'Internet qu'il y a de tout dedans, et il faut savoir faire le tri. Eh bien, le bibliothécaire doit être assez aguerri, assez avisé pour orienter aussi son lecteur, de la même manière qu'on l'oriente dans l'espace, lui expliquer la classification, etc. Maintenant, on met cet outil à sa disposition. Il faut aussi que le bibliothécaire soit capable de dire, ben voilà, tu as tel site, ce sont des sites référents, par contre, ceux-là, c'est pas une très bonne source, enfin, l'information, etc. Donc, on a aussi une évolution dans nos métiers. Bon, j'ai parlé d'Internet, mais discothécaire, animateur multimédia, ce sont autant de métiers qui fleurissent dans nos métiers. Et ça, bon, moi, en tout cas, je suis aussi venue à cette émission pour le faire savoir que l'image vieillie que l'on a du bibliothécaire, ses petites lunettes, même si j'en ai, mais ce n'est plus ça. Il faut que, et même des jeunes, nous attendons cela aussi, des jeunes puissent embrasser le métier parce qu'il y a d'autres aspects que le livre, papier, etc. Quoique le rapport papier reste toujours chaleureux. Oui. Et est-ce que quelqu'un qui est un responsable de médiathèque se sent supérieur à un responsable de bibliothèque? Donc il n'y a pas de différence de statut dans la perception même qu'on a d'occuper, d'être responsable de... Non. Non, en tout cas, pas notre Est-ce qu'on peut entendre M. Zenoki? Merci. Alors, David, qu'est-ce qui vous a incité à venir parler? Je ne sais pas quel est le problème. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que tout au début, quand on entendait parler du
du métier de bibliothécaire, d'éditeur, etc., on pensait que c'était un érudit, quelqu'un qui savait tout, qui a appris. Et j'avais toujours compris que quand on rentre dans une bibliothèque, c'est pour savoir plus, connaître plus. Donc la notion de savoir et de connaissance, quelqu'un, un jeune, un moins jeune, qui n'entre pas encore dans une bibliothèque, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore besoin de savoir. Le jour où il aura besoin de savoir, je pense qu'il va rentrer, connaître davantage. Mais c'est parce qu'on a raté, alors, par rapport à ce que disait Thérèse Léotin. Parce qu'on a raté une marche de son développement. Parce qu'il faut lui donner le goût de lire depuis très jeune, c'est effectivement, jeune. Parce que ma spécialité jeunesse. L'enfant de 18 mois à 3 ans, c'est ce que nous apprenaient les spécialistes, les experts, disaient qu'à cet âge-là, il faut donner à l'enfant ça, l'objet. On donne des gros livres cartonnés. Comme on donne aux petits garçons un ballon, une poupée, etc. Il y a des gros livres plastifiés, cartonnés. Mais parfois, il y a un mot par page. Peut-être un journal, un quotidien, mais lui donnait déjà l'habitude de toucher le papier, de toucher le livre. Et si on ne fait pas ça, c'est vrai qu'on rate, on passe à côté du besoin, du goût de pouvoir donner beaucoup d'affection au livre. Ça commence par ça. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a incité à venir, à répondre à l'invitation par rapport à la problématique de la lecture serait en souffrance à la Martinique? C'est vrai qu'on a soulevé la problématique de la fréquentation. Fréquentation égale goût de la lecture. Il n'a pas encore le goût de la lecture, donc c'est un peu par chaîne. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est brisé? Pourquoi l'enfant ne rentre plus, l'adulte ne rentre plus à la bibliothèque? Bon, on a déjà évoqué un peu les obstacles. Obstacles architecturaux, obstacles de l'école. L'enfant pense toujours que c'est une deuxième école. Donc, il faut, à mon avis, actuellement, avec les nouveaux outils, on va utiliser effectivement l'outil informatique pour redonner aux jeunes, aux moins jeunes, le fait que, quand bien même il est ce support-là, l'image, le son, il aura l'objectif, le seul objectif des bibliothèques, des médiathèques, de l'utilisation d'Internet, c'est d'augmenter son savoir. Il me semble qu'on perd un peu de vue l'objectif premier des bibliothèques, qui est la mise à disposition du savoir et de la connaissance. Du savoir, ou comme disait Madame Tanda tout à l'heure, de la dimension ludique, elle ne doit pas être négligée. C'est-à-dire que je n'ai pas une obligation d'y aller. J'y vais parce que ça fait partie de l'organisation de mes loisirs, mais dans ce cadre-là, j'en tire quelque chose. Mais autrement, je dois pouvoir vouloir lire pour mon plaisir personnel. Je n'y vais pas comme à l'école pour y apprendre. Mais je peux décider que j'utilise aussi cet espace-là pour enrichir mon savoir. Mais je pense que la dimension, ce qui fait la bibliothèque publique, c'est ça, ou les médiathèques, de par l'offre, le type d'ouvrage aussi. Voilà. Il y a quelques rayons de sciences humaines, etc. Mais en gros, ce sont des romans, ce sont des livres de science-fiction ou des livres d'aventure, parce que la dimension ludique est privilégiée. Maintenant, il faut savoir si nous, on est assez présents dans le contenu de ces livres-là. Moi, je pense que c'est une question à se poser sérieusement. Je veux juste répondre, ajouter à ce que vient de dire Hervé, mis à la disposition de tous. Voilà. De tous. Ça, c'est très important. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas un peu rappelé les dispositions qui existent sur le plan international, les dispositions de l'UNESCO, les chartes des bibliothèques nationales, etc. C'est vrai qu'il rappelle ce que disait Thérèse Léotin, mise à la disposition de tous et soutenir les gens qui ont des difficultés, les aider à avoir accès à la lecture, etc. Il y a une série de dispositions que nous, bibliothécaires, nous devions mettre en œuvre. Mais en tant que bibliothécaire vous-même, vous avez noté des traits qu'on va appeler de dysfonctionnement par rapport à la fréquentation, par rapport au public qui vient ou qui ne vient pas dans votre arrivée à Pilote, par exemple? Oui, il y a toujours des obstacles qu'on n'identifie pas tout de suite, mais il y a des obstacles. Mais on observe qu'il y a une baisse. Les chômeurs, par exemple, les gens qui ont des difficultés autres, qui fait qu'un jour ou l'autre, on ne les voit plus. Que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, etc. Un jeune qui a décroché sur le plan scolaire, un jeune qui est tombé dans la délinquance, etc. Donc il y a toujours une cause qu'on ne s'explique pas peut-être tout de suite, mais c'est vrai que
la fréquentation des bibliothèques reste une problématique aujourd'hui. Mais je ne dis pas que la lecture, parce qu'on lit toujours quelque chose. Celui qui va à l'église, celui qui joue au tiercé, il a toujours quelque chose, cette activité mentale de lire quelque chose, peu importe. Le minimum. Maintenant, c'est surtout cet acte-là, l'acte de lire. Par la suite, ça peut devenir inquiétant. Quelqu'un qui ne prend pas un document, un papier, une image pour aller vers le jeune, l'image, etc., qui ne fait pas cette activité mentale-là, ça deviendra inquiétant. Mais pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je ne pense pas que les Martiniquais ne lisent pas moins que d'autres civilisations, que d'autres peuples. C'est mon point de vue. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je voulais revenir sur un point extrêmement important, c'est cette notion d'habitude culturelle. Parce que j'observe, là où je travaille, qu'il y a des personnes qui arrivent qui sortent d'ailleurs, ils arrivent sur le territoire à 2 jours, le 3e jour, ils viennent en bibliothèque. Ils s'inscrivent en bibliothèque. Ils s'inscrivent en bibliothèque. Donc, ça montre bien que ça procède d'une espèce de réflexe qu'on a eu d'aller à la bibliothèque. Et je crois que là, il est extrêmement important. Thérèse le disait tout à l'heure, à partir du moment où on est en maternelle, on a habitué à l'enfant à venir ensuite, le parent doit prendre le relais, parce qu'un parent, par exemple, qui ne lit pas des contes à ses enfants, qui ne le fait pas le soir, ne lui fait pas découvrir des lectures, il ne va pas découvrir la lecture, il ne va pas découvrir cette magie. Et donc, je crois que ça, c'est important. Et il faut insister dessus, ou quelquefois on a tendance à dire bon, c'est un peu le travail de l'école, alors que bon, le parent si un enfant ne voit pas son parent lire, il n'a peut-être pas de modèle qui fait qu'il va aimer lire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, parce que très souvent l'apprentissage, par exemple, de la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est difficile. Donc, passer de cette difficulté à la notion de loisir, cela ne peut être conforté que... Dans la notion de plaisir de lire. Voilà. Que par un endroit de plaisir, si le papa, la maman félicite, lui-même lit pour les enfants. Quoique, bon, j'ai personnellement... Mais il y a aussi le phénomène qui est que le parent sait que la bibliothèque existe. Lui n'a peut-être pas d'idée pour entretenir l'enfant sur le plan des loisirs. Il lui dira, va à la bibliothèque. Et en chemin, l'enfant, il fera chemin découpé. Oui. Il pourra décider, j'ai pas envie d'y aller. Mais tout à l'heure, donc vous soulignez le fait qu'il y a des Français de France qui arrivent ici et qui, le lendemain ou le surlendemain, s'inscrivent et inscrivent leurs enfants en bibliothèque. Tous les bibliothécaires le signalent. Et ça, c'est un trait culturel. C'est caractéristique. Le problème, l'autre trait caractéristique, c'est que les parents, essentiellement les mères, c'est vrai, viennent avec les enfants. Et elles viennent se servir, ces mères-là, et les enfants sont aussi dans leur rayon, vont aussi se servir, s'approvisionner, s'alimenter en ouvrage. Et donc, toutes les semaines, il y a ce roulement qu'on observe chez les Français de France. C'est vrai. Maintenant, la question culturelle, on va la poser. Peut-être qu'avant, on va écouter Willindan nous dire un peu de petits mots, s'il veut, sur ça. Mais la question, c'est comment... Alors, est-ce que... C'est une question, mais il faudra qu'on reste sur notre problématique. Est-ce que le fait que les bibliothèques sont un produit culturel qui n'est pas forcément issu de notre civilisation, parce que notre civilisation, elle est ce qu'elle est, donc c'est un produit importé, il faut dire les choses comme elles sont, comme l'éducation nationale, comme tout le système dans lequel nous vivons. Mais ce ne sont pas des systèmes, des productions, des structures, des organisations, des institutions qui ont pensé nos réalités à partir de ce que nous sommes et de notre trajectoire historique. Donc la bibliothèque, comme d'autres structures, est plantée dans le décor. Et on dit aux gens, ça sert à ça. La bibliothèque, ça sert à ça. Vous avez des gens qui sont plus acculturés que d'autres, c'est-à-dire
plus proches de la culture française et qui vont spontanément développer cette habitude d'abord chez eux et dans leur famille. Donc en sociologie, on parle de gens moins acculturés et plus acculturés, c'est-à-dire les gens qui sont restés dans des traits plus traditionnels, dans un rapport avec leur culture orale, une manière une fonction que remplissait le conte. On se parlait tous les soirs, on se racontait plein de choses. Ça, c'était donc une partie de la population qui était, qu'on dit la moins acculturée, mais ça n'est pas un défaut. Hein. C'est-à-dire qu'elle vit dans des composants, des compositions culturelles qui sont plus proches de ce qu'elle est véritablement, anthropologiquement. La population la plus acculturée, c'est celle qui a laissé de côté un peu ses valeurs traditionnelles et qui s'est investie dans et des valeurs de la culture française ou européenne plus largement. Donc on a deux types de publics, c'est vrai, vous le faites remarquer. Mais ceux qui sont laissés pour compte, c'est ceux qui sont les moins acculturés, c'est-à-dire ceux qui vivent dans des schémas qui sont plus proches de ceux qu'ils étaient il y a 50, 60 ans, ou peut-être même un petit peu plus. Donc, on doit réfléchir à la bibliothèque en tant que produit culturel que nous sommes en train de nous approprier. Hein, nous sommes en train de nous l'approprier. Ça veut dire que elles ont commencé il y a quoi, une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus. Hein? Eh bien, 50 ans dans la vie d'un groupe humain, qu'est-ce que c'est? 70. Donc les bibliothèques sont récentes et nous sommes en train, par le travail aussi que vous faites, de nous les approprier, de les insérer dans le champ de l'offre de loisirs, mais aussi dans le champ culturel. Bah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, aller au cinéma, à la bibliothèque, aller, je sais pas, je peux aussi décider que je vais voir un film à la médiathèque, pourquoi pas. Donc c'est en même temps que nous interrogeons la désaffection ou alors le manque de spontanéité de d'une partie importante de la population, ben il faut comprendre aussi que parce que je sais que dans les zouks, dans les touféiens, dans tout ça, les gens y vont. Hein. On n'a pas besoin de faire d'appel de ceci, cela. Ils y vont parce que c'est culturel. On a l'habitude d'y aller. Donc la bibliothèque deviendra aussi cette espèce de lieu où tout le monde pensera à y aller sans contrainte. Maintenant, ça demande un temps. C'est les mentalités qu'on change, qu'on formate, etc. Willy Dan, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui pour parler de cette thématique? Tu penses qu'elle est importante pour nous? D'abord qu'on la pose, hein, pourquoi il y a un problème de lecture à la Martinique? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche en particulier dans cette problématique? Je sais que c'est important. Ah, je t'entends pas. Il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on arrive au collège, au début, on était, moi en tout cas, j'aimais aller à la bibliothèque, j'y allais au début. Et après, comme on voit moins, on y va et que on voit pas beaucoup de personnes y aller et que on voit d'autres personnes faire d'autres choses. C'est pas une incitation à y aller. Voilà. Et que je pense qu'on devrait... Et c'est important de faire comme les autres? Ouais. C'est important de faire comme les autres? Ben oui, je pense. Oui? Ben à cet âge-là, oui. Ok. Et je pense qu'on devrait, qu'au niveau des adultes ou enseignants... Garde le micro. Des adultes ou enseignants, qu'on devrait suivre ou donner plus envie aux gens qui arrivent au collège d'aller au CDI. Comment? Bon, je sais pas, je peux trouver, mais... Mais quand vous avez des devoirs, c'est pas une incitation à y aller? Parce qu'il faut trouver, il faut lire des choses. C'est pas une incitation à aller en bibliothèque, au CDI. C'est une bibliothèque à la... Oui. Quand on n'a pas Internet, oui. Mais quand on a Internet, ouais, ça revient. Mais, alors vous faites toute la journée du coller-copier? Ouais. Ça devient plus facile. Et ça devient plus facile, mais comme disait Thérèse tout à l'heure, la question des sources, elle est sérieuse. Hein.
parce que il y a beaucoup de vols d'idées, de gens qui écrivent sans mettre les noms des auteurs, et on trouve les textes de gens qui se diffusent très librement, sans aucune. Je veux dire, moralement, ça pose un problème d'éthique. Hein. Enfin, je ne sais pas comment les professeurs, ce sont eux qui sont là pour vous contrôler, mais je ne sais pas comment ils acceptent les devoirs qui n'ont pas de source. Moi, je refuse. Je demande aux étudiants de me dire systématiquement quelles sont leurs sources, où est-ce qu'ils ont trouvé. Et puis le coller-copier, c'est une technique c'est vrai, hein, parfois on n'a pas lu tout, mais on a vite parcouru, et puis on a l'impression que ça va correspondre, on copie et puis on donne le devoir. Enfin, c'est vrai que c'est un appauvrissement de la pensée, on va voir en quoi cela... Alors, c'est une problématique culturelle, à votre avis? Alors, je t'ai entendu dire, enfin, je sais pas si on se tutoie, on se vous voit. Voilà, je t'ai entendu dire que à la Martinique, on n'est pas plus en retard de lecture que d'autres pays. C'est vrai ou c'est juste parce qu'il faut défendre c'est l'esprit nationaliste qui fait qu'on défend son territoire? Simplement, chaque civilisation a ses atouts, ses faiblesses. Oui. Nous sommes une civilisation à tradition orale pendant des années, maintenant nous passons à l'écrit, et ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça le sens de l'histoire, de l'humanité. Une civilisation qui a une tradition orale, comme des pays africains, bon, c'est une grande civilisation, les autres civilisations également. Maintenant, je crois que c'est parce que d'autres civilisations nous disent que, bon, parce que vous avez une tradition orale, parce que vous êtes une sous-civilisation. Là, c'est une fausse idée. Maintenant, on se rend compte, nos traditions orales, ce qui s'est transmis par l'oralité, commence à être marqué, écrit pour conserver. Je pense que c'est une avancée. Je pense que c'est une avancée. Oui, comme maintenant, dans ceux qui avaient le pouvoir de l'écrit, soit en Europe, en Asie, etc., ils avaient cet atout. Et ils nous l'apprennent, on échange, etc. Oui. Je crois que c'est pas comment dirais-je, une faiblesse pour nous d'être nous commençons un peu à dompter l'écrit. Je crois que c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi parce qu'il me semble que beaucoup d'auteurs se plaignent aussi de ne pas être lus. Hein? Alors, j'ai 2 auteurs sur le plateau, peut-être que vous pouvez en parler. Mais alors, la problématique culturelle en elle-même, donc elle n'existe pas. Elle est, il faut pas mettre l'accent là-dessus pour essayer d'expliquer pourquoi éventuellement on n'a pas de spontanéité. Thérèse voulait dire quelque chose avant? J'avais une question, mais oui. On peut continuer. Je vais revenir tout à l'heure. Oui, Madame Tanda dire. Voilà. Je voulais juste ajouter, pour rebondir sur la transmission, que c'est notre rôle également, en tant que bibliothécaire, puisque en fait, bon, l'historique des bibliothèques, voilà, c'était la conservation, les premières, pour ne pas remonter dans l'histoire. Donc c'est justement de mettre à disposition ce patrimoine-là, cette oralité qu'on a réussi à coucher sur le papier, et de le mettre à disposition de ceux qui n'ont pas cette habitude. Donc c'est pour ça qu'on va diversifier nos actions. Donc les rencontres avec les auteurs, on va faire des soirées de contes, le slam est apparu, donc faire des thématiques de slam, des soirées poésie, diversifier les activités pour permettre justement à ceux qui ont l'impression que le livre c'est pas fait pour eux, qu'ils fréquentent la bibliothèque, ce lieu-là culturel sous d'autres aspects. Et donc c'est aussi notre rapport en fait à l'évolution entre guillemets de notre population, de la culture, de la transmission, de tout ce que nous avons et permettre à nos jeunes justement qui vont sur Internet piocher dans la culture des autres, de savoir que nous aussi nous avons des thématiques propres qui nous appartiennent et qu'on peut mettre à leur disposition, pas seulement parce que c'est écrit dans un livre, mais parce qu'on va inviter un conteur qui va déclamer, un slameur qui va déclamer, un conteur qui va conter, même pour les tout petits. Inviter les auteurs qui écrivent pour les tout petits, mettre en scène des histoires, des choses comme ça, pour ne pas garder, enfin voilà, que ce soit pas un piège. J'entends bien, je serai brève, j'entends bien, mais je maintiens la question de la question culturelle.
parce que j'ai entendu une petite anecdote sur une radio libre il n'y a pas très longtemps. C'est une jeune fille donc, qui appelle dans le cadre d'une émission et elle dit que voilà, qu'est-ce que c'est une médiathèque? On a créé une, je ne sais dans quelle commune, et puis les gens ne savaient pas, et les jeunes ne savent pas du tout à quoi ça sert. Et ils sont, il y en a un qui est venu, qui a regardé à l'intérieur et qui a dit ça qui n'est pour moi ici, enfin quelque chose de ce genre-là. Et on lui a expliqué que c'était une médiathèque. Il a voulu savoir ce que c'était. Et donc parce que nous, dans les évidences qui nous paraissent, ce que ces choses-là nous paraissent être, rien n'est évident. Dans un produit culturel, en général, il est né quelque part et il répond à une demande de ce quelque part-là. Alors, quand on l'implante ailleurs, il faut qu'il y ait un travail de proximité avec la population. Je crois que c'est cela qu'on ne fait pas, mais c'est vrai dans tout. Ce travail de proximité, donc ce jeune demande qu'est-ce qu'il y a pour moi là? Et puis, c'est quoi une médiathèque? On y fait quoi? Qu'est-ce qu'on y gagne aussi? Un petit peu, c'est un peu l'esprit dans ce que j'ai compris moi en tout cas. Et c'est important que nous sachions qu'il n'y a pas d'évidence dans ces domaines-là, que les gens, on n'est jamais très sûr de comment les gens reçoivent une institution qui est implantée, qui est au cœur de la cité, parce que souvent les bibliothèques sont quand même en position centrale, même si elles sont vêtues ou qu'elles ont d'autres petits défauts, mais enfin, si on aime vraiment lire, ces petits défauts-là sont secondaires, mais il ne faut pas négliger le fait que ça n'est pas parce qu'une institution existe dans votre commune ou au cœur même de votre vie que vous la fréquentez. Vous pouvez la contourner, passer à côté, la voir tous les jours et être complètement fermé à ça, ce qui peut avoir derrière la porte, une fois que vous l'aurez poussée. Donc moi, je crois que la question culturelle, il faut qu'on la maintienne, même si c'est vrai, le processus que décrit M. Zenoki est vrai. C'est-à-dire toutes les civilisations sont passées par le stade de l'oral et ont écrit peu à peu leurs histoires, et ça a donné donc l'écrit. Mais on va voir là très bientôt, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par l'heure. Brièvement. Oui, allez-y. Oui, juste par rapport, enfin tout à l'heure je parlais de déficit d'image, qui rappelle ce que sur le plan culturel. Voilà, sur le plan culturel. Donc nous avons un travail de médiation, de communication à faire, voilà. Savoir ce qui s'y passe, comment c'est organisé, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'elle offre cette médiathèque, cette bibliothèque. Voilà. Ça c'est une première chose. Puis autre chose, il n'y a pas que l'aspect culturel, parce qu'en fait, bon, un peu la référence ou la comparaison, on peut la faire sur le plan national. Et il y a la Bibliothèque publique de l'information qui avait mené une enquête auprès des jeunes de 11 à 18 ans, et qui montrait que c'était un peu le même processus que nous observons aujourd'hui, que nous observons chez nous. C'est-à-dire, à l'adolescence, les jeunes délaissent les lieux de lecture. Donc, il n'y a pas que le culturel, tout en sachant que la partie affective que l'on a avec le livre n'est pas la même qu'un Français aura, qu'un Européen. Parce que effectivement, tout à l'heure Jules parlait de la relation, enfin le relais qui doit être fait par le parent. À la rigueur, c'est l'inverse qui devrait se faire. C'est-à-dire depuis bébé, si on avait cette culture du livre, le parent aurait dû déjà initier son enfant à entendre, à écouter la lecture, à suivre la lecture. Et qu'après, lorsque l'enfant entre en maternelle, dans les écoles primaires, etc., que les institutions puissent prendre le relais. Maintenant, car il n'y a pas, ça signifie que nous avons un travail à faire également sur les parents. Oui, parce que le problème n'est pas, on n'interroge pas seulement, quand on a parlé de la lecture en tant qu'activité en souffrance à la Martinique, on n'a pas parlé des jeunes uniquement. Et Jude faisait remarquer que, très justement, que les parents ne viennent pas, ou alors c'est aussi une problématique qui concerne l'adulte. Et quand on dit qu'on n'aime pas lire à la Martinique, on ne pense pas forcément seulement au public jeune. On pense de manière très globale. Ce que vous disiez, c'était que les enfants ont besoin d'exemples.
En même temps, si le goût de la lecture est bien implanté en eux, eh bien, le fait que les parents ne lisent pas, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça peut être incitatif de voir lire des gens autour de soi, et surtout que quand vous venez discuter, vous voulez faire la petite causette et qu'on vous dit laisse-moi, je suis occupé, je lis, eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous dire ben moi, j'ai rien à faire, alors qu'est-ce que je fais? Je lis aussi. Et peut-être que comme ça, à mesure que le temps passe, eh bien, on découvre que ben oui, quand maman ou papa ou je ne sais qui est occupé, ben moi aussi, je peux m'occuper. Et m'occuper en faisant comme eux, en lisant mon histoire à moi, quitte à ce qu'après, on échange. Thérèse, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais profiter de la présence de 1, 2, 3, 4 bibliothécaires pour poser une question qui me taraude. Ça peut être une question idiote, hein? Mais c'est une question qui me taraude. Lorsqu'un auteur écrit un ouvrage, il le fait savoir. Pourquoi est-ce que, en retour, la bibliothèque, quelle qu'elle soit, ne lui dit pas « je voudrais vous recevoir le temps ». Pourquoi faut-il que ce soit toujours l'auteur qui aille vers les bibliothèques? Parce que c'est je parle pour moi, hein. C'est l'impression que j'ai, je ne sais pas si c'est parce que j'écris en créole, hein, bon, ça c'est moi qui ai ajouté ma parenthèse insidieuse, mais on écrit un ouvrage, le public le sait, on dirait que les bibliothèques ne le savent pas. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans l'erreur? Je profite de la présence de 5 bibliothécaires pour qu'ils me renseignent. Merci. Je peux me tromper, hein? Allez-y. Bien, question pertinente. Réponse imposée. Non, c'est vrai que Thérèse pose une problématique qui relève de notre mission et de notre formation. Parce qu'il y a les missions que les bibliothèques publiques, qui émanent des tutelles, hein, des municipalités, État, etc. Et puis, on a notre formation. Ça me fait penser aux écrivains étrangers qui arrivent en France et qui écrivent également. Et effectivement, ils ont ce problème d'intégration, de les connaître, etc. Nous, on a peut-être le problème inverse. On nous a formés, on nous a dicté nos missions, et puis nos missions, entre autres, promouvoir la lecture publique, française, antillaise, etc. etc. Mais nous sommes passés par l'éducation nationale. On nous a appris Victor Hugo, on nous a fait comprendre que les Antillais, une seule exception peut-être, Aimé Césaire, ne savent pas écrire, ne peuvent pas être des écrivains. Pendant très longtemps, on nous a fait comprendre que bon, ce sont des gens doués. Ou une sous-littérature. Hein, ils produisent une sous-littérature. Et donc, Jules Duranty publie, Thérèse Léontin publie, et ce sont des Martiniquais, on regarde leur portrait, on dit, mais comment ces gens-là sont arrivés à écrire des ouvrages? Donc, c'est peut-être la première question que nous, citoyens, nous, bibliothécaires, etc., le citoyen lambda se pose. Et, comme on dit, c'est des littératures peut-être qui seront secondaires pour nous et qu'on n'aura pas dans nos missions faire connaître, etc. C'est ça. Voilà une bonne réponse. Ça, c'est pas mal, ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est un élément dont il faut tenir compte. Comme ça. Voilà. À pas donner notre littérature locale la même place à notre littérature nationale. C'est vrai que je suis peut-être un peu plus ancien que les autres. Dans les années 80, quand j'ai commencé ma formation, donc les formations qu'on a reçues dataient avant des années 70, les ouvrages que j'ai eu à apprendre, il n'y avait aucun auteur antillais. C'est clair. Oui, donc quand j'arrive à mon poste, mécaniquement, j'achète des livres de Victor Hugo, j'achète des etc. Je vends les livres, et au fur et à mesure, je reçois une autre formation, donc la pratique culturelle. C'est ça. Culturellement, je commence à me mettre
au goût du pays, de l'espace où je vis. C'est presque volontariste. C'est ça ma trajectoire, je réponds. C'est ça. C'est presque volontariste. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, Thérèse Léotin, nous sommes en 2010, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Nous sommes peut-être aujourd'hui satisfaits de savoir que nous pouvons, sans demander à notre autorité administrative, que bon, je vais recevoir M. Confiant, je vais recevoir Mme Léotin, je vais recevoir d'autres personnes. Ah, mais c'est mon d'accord avec un créole, hein? De quoi dégager français, hein? Donc, c'est cette idée-là, on commence à les faire entrer dans notre profession, dans notre mission. Nous avons quand même acquis une certaine autorité à choisir nos auteurs, à faire connaître nos auteurs, puisque dans notre statut, parce que ma présidente est à côté de moi, au début, quand on a rédigé notre statut d'association des bibliothèques publiques, l'objectif c'était de promouvoir, de défendre la littérature antillaise. Donc c'est récent. Donc on a quand même cette dimension de pouvoir faire avancer les choses, mais je comprends Thérèse, c'est lent, c'est petit à petit. Alors ça c'est pour un peu les soins naissants de nous. C'est ça c'est pour. Alors, et vous, Madame Aimier? Alors, bon, moi, je n'ai pas le même regard. Je suis arrivée en bibliothèque, enfin, je travaille en bibliothèque depuis les années 91. Oui. Et j'ai eu la chance, peut-être, d'arriver à ce moment-là, parce que tout à fait libre. Oui. Donc, on pouvait, par exemple, on a lu tel ouvrage qui nous plaît. Ben, tiens, on pourrait inviter cet auteur, qui soit de la Martinique, des fois même de l'île voisine, s'il peut venir. Et c'est toujours un plaisir. Moi-même étant au cœur de la chose maintenant, puisque je disais que je suis responsable de l'action culturelle, donc mettre en place des soirées, des rencontres littéraires. Donc nous avons deux cas de figure. Celui effectivement qui envoie son courrier au maire disant voilà, j'ai écrit mon livre et je souhaite que, et des fois même qui insiste. Et puis il y a aussi nos petites préférences. Donc on ne veut pas, défavoriser l'un par rapport à l'autre. Donc on essaie de mettre un calendrier où on peut avoir les deux. Toutefois, on a une difficulté depuis quelque temps, enfin je l'évoquais avec Jude tout à l'heure, le problème des marchés, dans le sens qu'on a un fournisseur qui n'est pas sur la place. Puisque, bon, il y a eu appel, et celui qui a répondu... Il connaît moins nos livres. Et par rapport à nos ouvrages antillais, qu'on voudrait juste qu'on présente le plus souvent lors de nos soirées littéraires, soit ce sont des ouvrages personnels qu'on a achetés et qu'on voudrait présenter. Donc là, ça fait quand même bizarre de recevoir un auteur et de ne pas avoir son livre en bibliothèque. Absolument. On a des invités qui viennent, des lecteurs qui... Pardon? Oui, ou ses livres, voilà, c'est ça. C'est ça aussi le travail bibliothécaire, faire connaître la production oui, voilà, de l'auteur. Et tout en rappelant que pour le marché, enfin le fournisseur, il a le droit de fournir un certain nombre, enfin je crois 1%, je n'ai pas les chiffres exacts, de livres du pays. Voilà, enfin pas du pays, mais si on a une demande précise, on lui dit, bon voilà, je veux ça, 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 ça dans ma prochaine commande. Mais combien de temps que l'on attend? Alors là, je vais organiser en avril une soirée littéraire avec un bouquin que j'aime bien. Et quand je recevrai le livre? Certainement, ça sera avec un livre personnel que je vais présenter. Donc on a cette difficulté-là également. Mais au contraire, c'est avec plaisir qu'on reçoit. Bon, alors ça veut dire que... Ça, c'est le Lamentin, je ne sais pas pour... Non, mais ça c'est une question... Oui, mais ça, c'est une question qui sort un peu de notre thématique, Thérèse. Oui, Madame Léotin, c'était un collectif d'auteurs. C'était lors de... Justement, c'était en novembre. Non, pas de cette année. Cette année, non, c'était autre chose, cette année. C'était autre chose. Mais ça remonte déjà peut-être à 2-3 ans. On avait organisé... autour du créole. C'est la journée du créole. On avait fait une soirée littéraire et il y avait plusieurs auteurs qui avaient écrit en créole ce soir-là. Mais oui, allez-y, tenez. Oui, mais on sort pas de notre thématique, hein, parce qu'on a des diapositives qu'on va montrer bientôt. Ce que je veux juste dire, c'est que je ne parle pas du collectif. Je parle de l'auteur en tant que tel. Si par exemple Franck Etienne vient ici, on ne va pas attendre que tous les Haïtiens soient là pour recevoir Franck Etienne, d'Alembert, je dis n'importe quoi. On ne va pas attendre
qu'il y ait plusieurs autres. On va recevoir Franck Etienne. Excusez de la comparaison, pour la comparaison, mais j'ai dit Franck Etienne parce que c'est ce nom-là qui m'est venu. On va le recevoir, tandis que d'autres auteurs martiniquais vont piétiner, vont attendre, vont espérer, ils ne vont rien voir venir. Donc je ne parle pas pour moi toute seule, je parle pour les autres aussi. D'accord. Bon, alors, je vous propose, pour qu'on ait le temps au moins de voir cette partie-là de notre problématique, c'est la question de la lecture. Donc, on va demander que les diapositives nous soient projetées, mais surtout vous alerter sur le fait que nous avons abordé le problème, on va dire, de manière un peu sociologique, là, parfois culturelle. Mais il y a une dimension véritablement que les neurosciences, neurobiologistes, que les neurosciences abordent aujourd'hui, de la lecture qui n'est pas une activité normale, qui est une activité qui demande beaucoup d'efforts. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est neurobiologiste justement, et qui a travaillé sur les bases cérébrales de la lecture et de la conscience. Les bases cérébrales de la lecture. Et donc, ce qui l'intéressait, ce qui a motivé un petit peu ses recherches, c'était de comprendre l'architecture, comme il l'appelait, cognitive. Comment on accède à la connaissance, comment les étapes du traitement d'une information par le cerveau ou d'un phénomène par le cerveau pour arriver donc à produire par exemple le phénomène du sens. Comment, donc, il a interrogé ce processus que j'ai trouvé intéressant à vous livrer. Donc, chers téléspectateurs, vous irez sur Internet et vous trouverez donc sous le nom de Stanislas Dehaene, D-E-H-A-E-N-E, un certain nombre d'informations, notamment que l'apprentissage de la lecture change profondément l'anatomie du cerveau. Ça signifie que le cerveau change. Le cerveau change sa structure, son anatomie, sous l'effet de la lecture, d'accord? Et puis, il dit également une chose qui me paraît intéressante, c'est-à-dire que grâce à la neuroimagerie, ce qu'on appelle aussi l'imagerie magnétique, je crois, enfin en tout cas les possibilités qu'on a aujourd'hui de voir le cerveau pendant un certain type d'activité produite chez l'être humain, ben on a découvert que donc le cerveau change pendant qu'on lit, et surtout qu'on peut voir la différence entre le cerveau de quelqu'un qui a appris à lire et celui de quelqu'un qui n'a pas appris à lire, qui ne sait pas lire. On le voit sur cette imagerie. D'accord? Donc ça signifie qu'on est là dans quelque chose qui est bon, alors il faudrait remonter, moi je n'ai pas invité de neurobiologiste, donc je ne vais pas me lancer dans ces explications, mais juste vous faire comprendre que le cerveau, la lecture, le cerveau, la lecture, l'activité de lecture s'est adaptée au fonctionnement du cerveau. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très processuel et qui a donné aujourd'hui une vision de ce que peut être la difficulté lorsque nous disons que les gens n'aiment pas lire, nous sommes peut-être dans une interrogation un peu superficielle, parce qu'il y a véritablement un phénomène qui est proprement biologique ou proprement physique. Qu'il faut voir. On va voir quelques images tout de suite, mais je vais juste vous dire avant, dans les éléments que j'ai recueillis qui m'ont paru intéressants, donc il y a des bases cérébrales à l'activité de la lecture, mais c'est une tâche qui s'apprend. Elle ne vient pas spontanément comme la parole, et elle nécessite au moins 2 ans d'apprentissage. Donc c'est un véritable effort et un modelage du cerveau pour que, par exemple, on a essayé sur d'autres animaux, le singe par exemple, et on a réussi à lui faire apprendre peut-être 300 mots. 300 mots. Mais ça a demandé un remaniement, pratiquement un remaniement de la structure, l'architecture du cerveau de l'animal. Donc nous,
quand Thérèse parlait tout à l'heure de faire lire les enfants à la naissance, à la base, enfin à la naissance, très, très petit, c'est exactement cela que nous conseillent les neurobiologistes, parce que plus le cerveau est dessiné en fonction de cette compétence-là tôt, plus ça devient un automatisme. Mais plus on attend, plus c'est difficile parce que c'est douloureux, puisque c'est un, on va le voir, c'est un, véritablement, l'activité creuse le cerveau, puisque vous savez qu'il y a des plis dans le cerveau, eh bien, il y a des emplacements qui sont occupés par cette activité seulement. Alors, est-ce qu'on peut commencer, est-ce qu'on peut voir les diapos maintenant? Peut-être que ça sera plus clair. Vous voyez, par exemple, alors, les bains cérébrales de la lecture, vous voyez, ça c'est donc ce neurobiologiste qui a établi ce cliché, enfin c'est quoi? C'est une image, une radiographie, je sais pas. Alors vous voyez, là où vous voyez les taches de couleur, vous avez l'activité de décodage, le rôle de la vision dans la lecture. Vous avez l'aire visuelle, vous la voyez tout en haut sur la droite, enfin pour nous sur la droite. Et puis vous avez d'autres, voyez, parties de l'aire de Gershwin, l'aire de Wernicke, ce sont ceux qui ont découvert ces fonctions-là à des moments donnés, qui ne sont pas toujours historiquement convergents, les mêmes en tout cas. Et vous avez l'aire auditive, vous voyez, parce que la lecture était très souvent accompagnée avant, lorsqu'on lisait dans d'autres langues, c'était une activité orale, parlée. On lisait, mais on parlait pour entendre ce qu'on lisait. Et puis, vous avez tout en haut, vous voyez, sur la gauche, les aires de commande de la prononciation. 2 minutes? L'aire de commande de la prononciation. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive? Voyez ici, alors vous voyez bien, vous avez un cerveau, vous voyez bien les parties qui sont sollicitées lorsque on est en activité de lecture. Vous voyez donc la branche dorsale du circuit de la lecture, c'est le cortex temporo-pariétal qui le commande essentiellement, ou qui la commande. En dessous, vous avez la branche ventrale du circuit de la lecture, cortex temporo-occipital, donc c'est derrière le crâne, et vers le lobe temporal, donc vous avez la composante frontale du circuit de la lecture, donc qui va vers l'avant, vers l'avant. Voyez, quand vous lisez, ces parties-là sont sollicitées. On passe à la diapositive suivante. Ici, on vous le voit, on vous le montre de manière un petit peu plus visible. Voyez un profil. Voyez le profil de la personne dans la représentation. Le profil, donc, on vous indique très visiblement les parties qui sont donc en vert. Vous avez le traitement du langage parlé. Ce sont les régions. Vous voyez, c'est le lobe temporal. Et puis les représentations phonémiques, c'est ce qui commande la parole, la partie du cerveau qui commande la parole. Vous avez le cortex visuel, donc il faut lire, il faut d'abord enregistrer pour pouvoir aller décoder. Et puis voilà, la boîte aux lettres du cerveau, tout en bas, vous voyez, c'est l'organisation de l'ensemble des compétences qui est mise en branle lorsque on doit accomplir cette activité qui est un effort, qui n'est pas naturel du tout. On continue? La diapo suivante. Voilà. En haut, vous avez prononciation d'un mot entendu. On vous fait la différence entre ce que vous entendez lorsque vous parlez aussi et la différence entre la prononciation d'un mot écrit. Vous regardez bien les aires qui sont sollicitées et comment le trait bleu, par exemple, vous voyez, c'est au niveau, lorsque vous êtes dans l'activité de prononciation, et en bas, regardez le trait bleu, mais d'autres couleurs qui sont montrées là, qui entrent en jeu lorsqu'on est en train de décoder, de lire un mot, de prononcer un mot qui est écrit. Donc on a des fonctions qui peuvent se regrouper, mais qui sont indépendantes l'une de l'autre. L'une de l'autre. Voilà, et puis l'autre diapo. Ici, je vous ai mis... Alors, tout en haut, vous avez sur votre droite la reconnaissance des mots, des mots du vocabulaire. Les Buchstaben, ce sont les lettres de l'alphabet.
En haut, vous avez la signification des mots et regardez la tâche où elle se trouve, hein, au niveau du cerveau. Ensuite, tout en haut, vous avez la phonologie, c'est-à-dire la prononciation même. Comment on va travailler à partir de ce qu'on a décodé, comment on va travailler le sens. D'accord ? D'accord. Voilà, donc on va devoir s'arrêter puisque l'heure qui nous était impartie est écoulée. Vous voyez comment ça va vite. Donc on va revenir, on va laisser, on vous signale simplement qu'il faut aller sur Internet, chercher dans ce qui se fait au niveau de la neurobiologie aujourd'hui avec M. Stanislas Dehaene et essayer de voir, de bien repérer les parties qui sont là. Ici, j'ai pas cette spécialité, donc je suis pas très à l'aise pour vous l'expliquer, mais je le sais, puisqu'il y a très longtemps que je sais que quand on lit, ça nous demande un effort particulier et cela creuse donc d'autres sillons éventuellement dans notre cerveau. Cela peut expliquer pourquoi nous sommes dans une problématique qui n'est pas seulement la fainéantise du lire, de faire l'effort de lire, ou bien le dire « je n'aime pas lire », ça ne résout pas, ça ne nous aide pas forcément à prendre en charge toutes les problématiques dues de la difficulté qu'on a de lire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi à interroger le fait que les méthodes, donc j'allais vous en parler, mais c'est... Voilà, le temps est écoulé. Les méthodes de lecture qui sont appliquées aujourd'hui ne sont pas efficaces de la même façon. Vous avez la méthode syllabaire et puis l'autre méthode qui est globale et qui pose véritablement un problème. Alors aujourd'hui, les neurobiologistes proposent qu'on revienne à la méthode syllabaire, c'est-à-dire que dans le cerveau, vous voyez... Syllabique, pardon, excusez-moi. Vous voyez dans le cerveau, vous avez cette compétence qui vous permet de décoder les lettres par lettre et après une compétence qui vous permet d'assembler les lettres pour vous donner du sens. Donc peut-être que c'est cela la pratique aujourd'hui, enfin ce qui serait pour nos gens qui ne savent pas lire et qui n'aiment pas la lecture parce qu'ils ont des difficultés à lire, à décoder. Peut-être qu'il faut aussi chercher de ce côté-là. Alors voilà, comme l'émission est terminée, je vous laisse dire à vos téléspectateurs ce que vous voulez. Allons-y parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non? Madame Amy, allez-y, allez-y. Puisque j'ai le micro, je vais dire... D'accord. Je ne m'adresse pas aux électeurs, mais aux lecteurs. Aux téléspectateurs, d'accord. Je m'adresse aux lecteurs. La bibliothèque municipale de Selcha est ouverte à eux. Et nous accueillons toutes les personnes de la Martinique. Petit-Congrand. Petit-Congrand. D'accord. Ensuite, on a fini. Donc merci encore. Et puis, lire, c'est être libre. Lire, c'est être libre. Oui. Eh bien, juste vous dire merci et puis profitez. Allez dans vos bibliothèques, dans vos communes. Il y en a... tout proche de vous. Il y en a tout proche, voilà. D'accord. Alors moi, j'ai envie de finir aussi par une citation, à savoir que la lecture est pour l'esprit, ce que l'exercice est pour le corps. Tout à fait. Donc, un peu d'effort, ça fait toujours du bien pour la santé. Oui. Donc, la lecture aussi. Oui. Et toi? Merci pour l'invitation et j'ai appris des choses aujourd'hui. Tu as appris des choses? J'espère que tu vas retourner dans la bibliothèque de proximité. D'accord? Merci beaucoup. Merci Juliette et merci mesdames et messieurs. Et voilà. Merci chers auditeurs. Merci. Alors voilà, chers auditeurs, c'est fini. En attendant la prochaine émission, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec d'abord les personnes que vous découvrez, qui sont dans nos bibliothèques mais qu'on ne connaît pas beaucoup. Et puis donc vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui. Et puis on vous souhaite effectivement de vous précipiter dans vos bibliothèques avec vos enfants, les adultes, les plus âgés, les retraités, les chômeurs, etc., etc. Bonne soirée ou bon après-midi.